Et nous restons avec les chiffres, docteur Massamba, mais cette fois-ci pour parler philosophie. J'ai peur de la philosophie, parce que je ne sais jamais vers où elle va me mener. Surtout quand celui qui vient, je sais qui c'est. C'est bien, M. Sanoussi Ba. Il va gérer ce matin la partie philosophie pour nous, pour les classes de terminale. Et je pense que le sujet, c'est le chiffre 2 dans la philosophie. Je ne veux pas connaître le chiffre. Je ne veux pas connaître le sujet de Sanoussi. À vous le tableau. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui encore, nous allons philosopher et ce sera toujours avec un réel plaisir. Je voudrais d'abord demander à Massamba comment il faut faire pour que la fille cède de la place à sa mère. Ben Il va vous indiquer la voie volontiers. Je vais faire comme quand j'étais responsable de classe et que le professeur me demandait d'effacer le tableau. Sauf que cette fois-ci, ce sera un effacement numérique. Eh bien voilà, professeur, à vous, mais vive les mathématiques. Oui, les mathématiciens sont les poètes de la science. Ça, c'est absolument sûr. Alors, je ne voudrais pas déroger à la règle, parce que c'est un problème de situation. Mais je voudrais quand même rester moi-même. Il est vrai qu'il faut utiliser ça, mais moi j'ai une théorie en ce qui concerne cette maladie qui nous affole tous. C'est qu'il faut d'abord commencer par demander secours à Dieu. Faire un recours à la science et un détour à la tradition. C'est ce que j'appelle la trilogie gagnante. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de replacer le monde à la conscience de Dieu. Trump en Amérique, en Espagne, en Bolivie, en Colombie, partout, en Guinée, on organise des séances de prière. Alors quand je prends ça, je préfère d'abord passer par ce que je considère comme étant la chose la plus dynamique en disant Bismillahirrahmanirrahim. D'abord. Ensuite, comme on le fait partout, je mets dans mes mains et je me débarrasse des microbes. Alors, aujourd'hui, je voudrais innover un peu. Parce que il y a quelque chose qui est fondamental en philosophie, c'est l'originalité. C'est l'un des plus grands penseurs du 19e siècle, Friedrich Nietzsche, qui dit « Écris avec ton sang, et tu verras que le sang est esprit. » Alors, je propose aujourd'hui de travailler sur quelque chose qu'on appelle le chiffre 2 dans le domaine 1. Parce que le programme philosophie est sérié en 4 domaines. Il y a le domaine 1, qu'on appelle la réflexion philosophique, le domaine 2, qu'on appelle la vie sociale, le domaine 3, qu'on appelle l'épistémologie, et le domaine 4, qu'on appelle l'esthétique. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le domaine 1. Et on va inviter les élèves à voir le chiffre 2 défiler. Ce que je propose, c'est justement une pédagogie pour permettre à un élève de comprendre quelque chose d'essentiel dans la pensée philosophique. Ce n'est ni de l'évangile, ce n'est ni une formule mathématique définitivement acquise. Pourquoi le chiffre 2? D'abord, le domaine 1 a ceci de particulier. Comme aurait dit les Wolof, Rati Djemole Sekanam. Dans le domaine 1, la philosophie prend l'ambition de réfléchir sur elle-même d'abord. Avant de tourner dans le domaine 2 sur l'être humain, dans le domaine 3 sur la science et dans le domaine 4 sur l'art. Donc la philosophie va étudier la philosophie, c'est une partie introspective. Quand la philosophie se pose la question, qui suis-je? Pour donner une réponse, elle est obligée de passer par 2 chemins. Donc, nous avons d'abord, dès le début, 2 questions. La première question, c'est la question de la définition. La deuxième question, c'est la question de l'origine de la pensée philosophique.
D'abord, nous avons qu'est-ce que c'est que la philosophie? Nous avons 2, d'où vient la philosophie? Examinons un instant la première catégorie de questions qui nous intéresse d'abord. Quand on pose la question d'où vient la philosophie, on peut proposer à l'élève 2 voies pour comprendre, ou en tout cas pour avoir une idée assez précise de ce que c'est que la pensée philosophique. Parce qu'on part d'une réalité que la philosophie, contrairement à la science, contrairement à la religion, aux mythes et aux autres formes de connaissances, n'a pas une définition apodictique, c'est-à-dire n'a pas une définition qui serait à la fois universelle et définitive. Quand on pose la question, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Nous avons encore 2 réponses possibles. Je dis 2 réponses possibles. Nous avons d'abord la réponse dans l'approche étymologique. Nous avons l'approche étymologique, c'est-à-dire l'origine du mot. Mais nous pouvons aussi répondre en passant par ce qu'on appelle les principes de la pensée philosophique, que le professeur Momar Lissafal, que je salue au passage, appelle les invariants de la pensée philosophique, parce qu'on les retrouve dans toutes les formes de pensée philosophique. Sur le plan étymologique, le chiffre 2 va apparaître. Parce que dans l'étymologie grecque du mot, la philosophie se divise en 2 mots. Nous avons d'abord l'amour et nous avons ensuite la sagesse. Étymologiquement, je dis étymologiquement, la philosophie serait l'amour de la sagesse. Mais le chiffre 2 continue son déploiement. Qu'est-ce que c'est amour? Pourquoi dit-on que la philosophie est amour? Car le Jasper se ramasse la question en disant, en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Si le scientifique est capable de fournir des réponses apodictiques, le philosophe, ce qui l'intéresse, c'est que qu'est-ce qu'il y a derrière cette réponse. Donc chaque réponse devient une nouvelle question. De ce point de vue, il y a 2 choses fondamentales qui arrivent. L'amour de la philosophie naît d'un manque. On ne cherche que ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'est pas. Astumben n'a plus aucune envie de devenir journaliste à TFM, elle l'est déjà. Alors, mais aussi, ce manque va toujours se terminer en quête. Mais ce qui fait la différence entre la quête philosophique et la quête scientifique, c'est que la quête philosophique, elle est perpétuelle. Il peut arriver à la science de trouver des vérités, de tirer des conclusions sur lesquelles tout le monde est d'accord, ce qui ne peut jamais arriver à la pensée philosophique. Toutes les vérités sont relatives. Si nous prenons le mot sagesse lui-même, dans la mentalité des Grecs, le mot sagesse signifie 2 choses. D'abord, il y a le savoir, mais pas n'importe quel savoir. On parle souvent de savoir absolu. Le philosophe ne peut pas discuter sur n'importe quel sujet. Il choisit souvent des sujets qui sont censés intéresser l'humanité, mais surtout pas le détail. Mais aussi, il y a surtout dans la conception grecque du savoir, de la sagesse, ce qu'on appelle le savoir-être. J'aurais pu résumer par la formule de John Seck, on ne peut pas enseigner la critique et être hostile à la critique. On ne peut pas enseigner la rationalité et être irrationnel tout le temps. Donc il y a cette combinaison du savoir absolu et du savoir-être comportement. Quand on dit de quelqu'un que c'est un sophos, Massamba est un sophos, ça veut dire qu'il réfléchit de façon sage, mais aussi son comportement ne laisse pas à désirer. Donc de ce point de vue-là, le chiffre 2 apparaît. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, quand on essaie d'expliquer à l'élève qu'est-ce que c'est que la philosophie à travers les principes de la pensée philosophique, certains profs parlent des caractéristiques de la pensée philosophique, d'autres parlent des invariants de la pensée philosophique. La philosophie a énormément de principes. Mais comme toute leçon est forcément sélective, j'en prends 2 qui sont essentiels dans le programme de philosophie. D'abord, nous avons le principe de la rationalité. La philosophie est une démarche rationnelle.
comme la science. Ce qui différencie la rationalité scientifique de la rationalité philosophique, c'est que la rationalité scientifique est une rationalité instrumentale, des théories que l'on peut transformer en objets, alors que la rationalité philosophique est une rationalité spéculative qui n'est pas capable d'entrer dans un laboratoire et de faire une expérience formelle et donner des preuves formelles. Mais elles sont toutes deux purement rationnelles. Mais aussi, il y a ce qui fait la philosophie, c'est l'esprit critique. On ne peut pas enseigner la philosophie sans enseigner l'esprit critique. Parce que c'est Socrate lui-même qui, dès le début de la pensée philosophique, dira: la critique est la partie la plus importante de la philosophie. Méfiez-vous d'un homme qui n'a pas été soumis à la critique. Fut-il le grand roi? Parce qu'il est rempli de souillure. Donc l'esprit critique a une fonction de purification de l'âme et de l'esprit dans la pensée philosophique. J'ai même envie de dire qu'elle constitue la lame de fond de la pensée philosophique. De ce point de vue, le chiffre 2 apparaît. Si on revient à la question de départ, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Nous avons essayé de montrer comment apparaît le chiffre 2. Mais il y a aussi un autre débat qui est inhérent et un débat houleux entre les philosophes. C'est quelle est l'origine de la pensée philosophique? Une seule question, deux réponses à ce même. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'origine causale. Certains l'appellent l'origine intellectuelle, d'autres l'origine psychologique. L'un dans l'autre, c'est la même chose. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'origine chronologique, que certains appellent aussi l'origine historique. Quelle est la différence entre ces deux origines? L'origine causale, comme dit le nom, tente de répondre à la question de la cause. Pourquoi la philosophie est née? Je dis à mes élèves, c'est la question du lutakh. Parce que nous avons la question du lan et la question du lutakh. Ici, c'est la question du lutakh. Qu'est-ce qui se passe qui pousse l'homme à vouloir philosopher, au sens où philosopher, c'est développer un certain questionnement. Mais de façon rationnelle et critique, il y a deux réponses, M. Gay. Enfin, deux réponses possibles. Nous avons d'abord le doute. La philosophie est née du doute. Nous avons ensuite une autre réponse. La philosophie est née de l'étonnement. Voilà les deux pistes qui sont les plus en vigueur dans le programme de philosophie. La question née du doute aura aussi beaucoup de réponses. Mais deux philosophes se sont essentiellement distingués dans la réponse. Nous avons d'abord M. René Descartes, qui fera du doute le moteur de la pensée philosophique avec sa formule universellement connue: je doute de tout, jusqu'au moment où ma raison me permet de savoir que ce que M. Diouf dit est vrai ou non avant de l'accepter ou de le rejeter. Mais nous avons aussi un autre philosophe qui s'appelle Denis Diderot. Dans les pensées philosophiques, chers élèves, ne faites pas la confusion. C'est Pascal qui a écrit les pensées. C'est Diderot qui a écrit les pensées philosophiques. Et dans les pensées philosophiques, Diderot dit: le doute est le premier pas vers la vérité. Ce qui l'oppose au doute sceptique d'un Pyrrhon qui penserait que la vérité ne serait pas possible, ou même si elle est possible, elle serait au-delà de mon âme, de mes sentiments et de ma raison. Descartes et Diderot développent un doute qu'on appelle un doute méthodique et qui propose que la vérité est possible à deux conditions: que l'on puisse être armé d'une méthode rigoureuse, mais aussi de la patience. Parce que tout se fait dans la patience, dans la recherche. Les scientifiques savent mieux que moi ce que je suis en train de développer. Prenons maintenant l'aspect chronologique. L'aspect chronologique ne cherche plus à savoir pourquoi la philosophie est née, mais où est née la philosophie? La terre natale de la pensée philosophique, la terre d'émergence de la pensée philosophique. Dans le programme de philosophie et en général, il n'y a que deux pays qui sont cités. Nous avons d'abord l'Égypte ancienne, qui est considérée par beaucoup d'auteurs
comme le lieu de la naissance de la pensée philosophique. La philosophie serait née dans les temples de l'Égypte. Et on sait que Platon, Pythagore et les autres ont traversé en ces moments où il y avait de voitures ni rien du tout, les mers et les océans pour venir en Égypte pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'ils y cherchaient? Je dis à mes élèves, c'était pas comme aujourd'hui. On ne va pas en Italie ou bien en Europe pour chercher des femmes ou pour chercher de l'argent ou pour faire autre chose, mais xam-xam moo leen yëkkati woon. Et l'Égypte était l'épicentre du monde en ces moments-là. Mais on a cité aussi la Grèce antique. Beaucoup de philosophes ont dit ce qui se passait en Égypte, c'était pas de la philosophie, c'était de la théologie, mais c'était pas de la philosophie, parce qu'il n'y avait pas ces petits ingrédients que sont la rationalité et la capacité de repousser les limites de la pensée. Et dans chaque théorie, dans chaque thèse sur l'origine chronologique de la philosophie, on peut placer 2 auteurs. L'origine chronologique, la philosophie est née en Égypte. Celui qui s'est distingué le plus, c'est mon maître, Cheikh Anta Diop. Et moi, j'ai dit que quand je serai mort, je veux être enterré à Tchétou. C'est noté. Merci beaucoup. Je crois que vous y verrez si je meurs le premier. Alors, donc, il y a 2, c'est le professeur Cheikh Anta Diop, mais il y a aussi son grand disciple, le professeur Théophile Obenga. Et Théophile Obenga est allé d'ailleurs plus loin que Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop a eu seulement à dire qu'aucune connaissance n'est étrangère à l'Afrique. Mais Obenga dira, soyons sérieux, même les premiers textes philosophiques des textes de Platon nous viennent d'Égypte. La philosophie est née en Égypte et nous avons ici 2 thèses, 2 auteurs. Mais ceux qui disent que la philosophie est née en Égypte, en Grèce antique, il y en a beaucoup. Mais je prends les 2 plus célèbres parce que ce sont des Allemands. Et si quelqu'un a dit si la philosophie est née en Grèce, finalement elle coule en Allemagne. Je ne peux pas dire que les plus grands philosophes sont des Allemands. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est un grand philosophe ou un petit philosophe. Mais je sais que les plus grands noms de la philosophie sont toujours des Allemands. Nietzsche est allemand, Marx est allemand, Hegel est allemand, Martin Heidegger est allemand, Kant est allemand, et je peux vous citer toute la liste. Mais il y a 2 qui se sont distingués dans cette théorie que certains considèrent comme étant raciste. En tout cas, c'est une théorie, c'est une théorie. Il y a d'abord le philosophe du XVIIIe siècle, Hegel. Hegel est clair. Hegel dit la philosophie en tant que pensée rationnelle, critique, qui refuse des vérités au nom de la liberté d'esprit, ne pouvait naître qu'en Grèce. Parce qu'en ce moment, seuls les Grecs étaient capables de remettre en cause des théories qui sont inscrites, consignées de façon presque jalouse dans des livres et enseignées dans des universités. Ailleurs, ce n'était pas de la philosophie, c'était tout sauf de la philosophie. Et au XXe siècle, quelqu'un qui s'appelle Martin Heidegger, j'aime jouer avec mes élèves pour leur dire appelons-le Heidegger. Parce qu'ils ne savent pas dire les Toubab Ndiaye, ils ne savent pas dire Diagne, ils ne savent pas dire Nian. On n'a pas à se faire trop de complexes avec leur nom. Appelons-le Heidegger en classe pour des problèmes pédagogiques. Mais si vous devrez l'écrire, il y a une exigence d'écrire le nom correctement. Il faut que les élèves arrêtent de faire des fautes sur les noms des auteurs. C'est un manque de respect pour eux-mêmes, pour ce qu'ils font et pour leurs propres professeurs. Ça, je crois que ça passe. Alors, Martin Heidegger, il apparaît au XXe siècle. Et qu'est-ce qu'il dit? La formule est devenue une formule standard. La philosophie parle grec. Mais il est allé plus loin. Martin Heidegger a dit en vérité, la locution rabattue de philosophie occidentale est une tautologie. J'explique ça à mes élèves en leur disant, c'est comme si il n'y avait que Astumben comme dame dans toute la télévision. Si Youssou Ndour a besoin d'une dame, elle n'a pas à dire appelez-moi la dame qui s'appelle Astou Ndour. Elle dit appelle-moi la dame parce qu'il y en a une. Martin Heidegger dit dire la philosophie occidentale,
Prendre ce nom et lui donner cet adjectif qualificatif, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne trouve la philosophie qu'en Grèce. Et vous voyez, donc de ce point de vue-là, je m'excuse parce que vraiment le schéma est très mal fait, mais je crois que les explications sont claires. Et de ce point de vue-là, pour justifier toujours mon geste de départ, il y a des gens qui font beaucoup d'amalgame. Quand vous parlez de Dieu, ils vous disent qu'un philosophe ne doit pas parler de Dieu. Évidemment, ceux qui n'ont pas fréquenté la philosophie peuvent avoir ces préjugés, on leur accorde ça. Mais c'est Socrate, le père de la pensée philosophique, à tort ou à raison, qui parle comme aurait parlé Jésus-Christ, comme aurait parlé Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui. Socrate dit ceci: ma mission, en parcourant les rues, est de vous dire, jeunes et vieux, qu'il ne faut pas donner le pas au corps. Mais il faut travailler avec ardeur pour le perfectionnement de votre âme. C'est un discours digne de la Bible. C'est un discours digne du Coran. Et Socrate ajoute, je vous le répète, ce ne sont pas les richesses qui donnent de la vertu. C'est au contraire de la vertu que proviennent toutes les richesses, aussi bien celles valables pour les individus que celles valables pour les États. Alors je crois qu'aujourd'hui, je vous remercie et je suis vraiment très 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 content d'être là. Tout le plaisir est pour nous. Je peux m'en aller? C'est avec nous. Moi, je le garde pour demain. Mais demain? On enchaîne demain. Disons revenez lundi, nous avons le week-end. Non. Parce que j'ai à proposer quelque chose de très intéressant pour les séries S, qui s'appelle la philosophie, c'est amour. Mais je travaille aussi quelque chose que je partage avec 600 et quelques collègues, qui s'appelle les 5 dimensions de la culture. Lundi. Inch'Allah Rabbi. Lundi. Mais moi j'aime bien ce que tu portes. Est-ce que lundi ça peut revenir? Ça dépend de l'autorisation mentale. Je la connais. je sais à qui parler. C'est déjà accordé. Comme il va parler de culture, il va garder ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ba Sanoussi, professeur de philosophie. En tout cas, docteur Massamba, c'est une très très belle introduction parlant de philosophie et se basant sur le chiffre 2. En fait, c'est se basant sur le chiffre 2 et 1. Oui. C'est-à-dire partant de 2, allant chaque fois vers une donnée, la mettant en route, liée avec une deuxième donnée, on est parti sur ce qu'on appelle des équilibres. On est parti sur des équilibres qui nous mènent toujours vers des déséquilibres. Et ça rappelle quelque part l'arbre généalogique, un peu l'Afrique. En fait, c'est juste la capacité, à partir d'un point, pour générer 2 autres points menant vers des points. C'est-à-dire que la réflexion philosophique est une réflexion organisée, mais organisée vers un inconnu. Parce qu'on est à la quête de la perfection et la perfection n'est pas de ce monde. Et je pense que c'est dans sa démarche, ce que moi je retiens d'essentiel, c'est que ces disciplines qu'on enseigne à nos enfants, ce ne sont pas des disciplines éphémères, ce sont des disciplines structurantes. Et là, on a vraiment une démarche qui peut aider un élève à comprendre comment aborder ce sujet-là à l'examen. Ça offre un peu l'image de l'arbre qui jaillit avec ses racines, ses feuilles et éventuellement ses fruits. Et tentaculaire. Oui. C'est exactement tentaculaire où chaque racine donne lieu à un tronc qui donne lieu à des fleurs. Mais chaque fleur donne un fruit qui pose la question de départ. Pourquoi suis-je là? Vers où dois-je aller? Ce qui veut dire que d'autres fruits sont attendus pour respecter l'introduction à la philosophie. Il faut qu'ils reviennent lundi. Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur Ba Sanoussi, pour cette belle leçon de philosophie. Il sera avec nous lundi, Inch'Allah. En tout cas, merci aussi à vous, chers apprenants, docteur Massamba.